Monsieur Badis Renissa, bonjour. Bonjour. Alors, l'émergence de l'Algérie, son inscription dans la voie du développement, les récents contrats conclus récemment avec les grands partenaires étrangers qui s'opposent à l'ordre mondial unipolaire, un contrat de 36 milliards de dollars d'investissement avec la Chine, d'autres également avec la Russie, la Turquie, le Qatar, l'Italie et d'autres pays également, monsieur Renissa. Son inscription au BRICS dérange certains pays, certains États qui pensent être les tuteurs exclusifs de l'Algérie. Je parle bien sûr de la France, monsieur Renissa. Écoutez, d'abord, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre d'une manière factuelle cette illustration de l'Algérie nouvelle, cette Algérie conquérante, cette Algérie ambitieuse, audacieuse, cette Algérie aussi qui a renoué avec l'espoir, cette Algérie aujourd'hui aussi qui est en train de mettre en place, au lendemain de l'élection du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un redéploiement que je qualifierais diplomatique au sein même d'abord du continent africain, mais aussi sur l'échiquier international, un échiquier international qui, faut-il le rappeler, est en train de se redessiner, donc avec cette émergence du nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial et politique, mais également économique, et on en viendra justement à ce sujet. Donc l'Algérie, dans cette équation, a su être acteur majeur, par nature, je dirais, par la force justement de son travail de fond, de diplomatie, et là aussi on peut qualifier la diplomatie algérienne aujourd'hui de diplomatie bienveillante, de prospective, diplomatie altruiste, pragmatique, j'entends bien, qui est un vrai allié justement des pays et des puissances, et on l'a démontré à maintes reprises sur des jalons notamment diplomatiques à l'échelle mondiale. Donc cette Algérie aujourd'hui dérange, cette Algérie nouvelle, cette Algérie qui encore une fois est en quête d'agir toujours pour l'intérêt des États, mais aussi les intérêts des peuples. Et c'est là où ça dérange également, puisqu'elle est en train à travers ce redéploiement, de redessiner aussi les valeurs elles-mêmes fondatrices, notamment de certains organes comme le Conseil de sécurité, on en parlera un peu plus tard. Donc cette Algérie, effectivement, aujourd'hui, est devenue un acteur puissant, un acteur important dans l'équation, et certains États, bien évidemment, voient d'un mauvais œil, je dirais, cette émergence factuelle, cette émergence aussi mécanique et naturelle de l'Algérie. Mais pourquoi cet acharnement de la France, monsieur Badis Renissa, pour déstabiliser, bien sûr, on l'a vu, l'Algérie, la détourner de ses objectifs, chahuter son déploiement diplomatique, tous les moyens sont utilisés, y compris l'instrumentalisation des faits par des médias dont France 24. Absolument. Certains États ont du mal à assimiler, encore moins à se conformer, je dirais, à l'émergence de l'Algérie aujourd'hui. Mais ils devraient, puisque c'est exactement ce qui va se passer les années à venir, les décennies à venir, puisque l'Algérie entend bien, on va dire, en faire entendre sa voix, mais aussi la voix des peuples qu'elle représente, parce qu'elle est consciente aussi de cette responsabilité importante qui lui incombe, à savoir au sein du Conseil de sécurité, mais également au sein de l'Afrique. Dois-je rappeler, quelques mois auparavant, que l'Algérie a fait rempart à cette tentative d'hold-up, je dirais, de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine. Donc l'Algérie à cette prise de conscience, mais surtout à cette action factuelle dans l'équation qui entend aujourd'hui, encore une fois, s'inscrire et pérenniser son plan d'action géopolitique et diplomatique. Donc oui, la France aussi, peut-être animée, je dirais même certainement par ce néocolonialisme qui lui colle à la peau et qu'elle a du mal à s'en découdre, elle a du mal à justement à peut-être considérer que l'Algérie est devenue un acteur majeur, est devenue la porte de l'Afrique, elle est devenue aussi le porte-voix des sans-voix, notamment des peuples opprimés, des causes justes également. Donc beaucoup d'agrégats d'actions vertueuses de l'Algérie qui dérangent, et notamment en premier lieu la France. Mais là aussi, on peut revenir sur la chronologie, puisque 132 ans de colonisation, ça marque les esprits, mais surtout aussi, ça marque aussi l'ADN du colonisateur qui entend vivre cela même post-indépendance, comme toujours ce donneur de leçons, cette mise sous tutelle, je dirais, naturelle, auquel cas aujourd'hui la France devrait encore une fois la considérer, reconsidérer ses relations avec l'Algérie. L'Algérie qui d'ailleurs au passage a démontré à maintes reprises à travers des jalons, avec cette rupture des relations diplomatiques avec la France, chose nouvelle aussi, là aussi, c'est qui marque cet affranchissement factuel de l'Algérie, qui entend bien aujourd'hui clamer sa souveraineté. Alors justement, la France néocolonialiste pense demeurer la tutrice exclusive de l'Algérie, même si elle est rejetée dans quasi-totalité des pays africains, où le slogan aujourd'hui, l'Afrique pour les Africains. Absolument. Écoutez, l'Afrique,
en plus aujourd'hui dans sa composition sociétale et sociale est animé par des jeunes, par une jeunesse dynamique, une jeunesse cultivée, une jeunesse aussi ambitieuse qui renoue avec l'espoir comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une jeunesse qui entend bien également en premier lieu comme prélude s'affranchir de ce diktat, je dirais, des pays occidentaux et à leur tête la France, pour qu'il n'y ait plus cette ségrégation, cette attitude à géométrie variable, tant par la politique elle-même en se donnant des donneurs de leçons, mais aussi par l'équité et la justice aussi, au droit même du développement. Et là, je reviens un peu sur les déclarations du Premier ministre Emmanuel Abdelrahman au sommet Afrique-Russie, où il a rappelé ses fondamentaux, à savoir cette équité, cette justice et ce droit au développement, notamment aux pays africains. Devons-nous rappeler effectivement que l'Afrique détient 60% des terres agricoles du monde. C'est je dirais un vivier tant par le capital humain que aussi par les richesses naturelles. Donc c'est pourquoi cette différenciation. Aujourd'hui, les Africains entendent bien le faire valoir, à savoir s'affranchir, mais avant de s'affranchir, créer un cap, et ce cap a été donné, et je pense que comme locomotive, l'Algérie joue bien son rôle aujourd'hui. Alors, un acte d'affranchissement assurer bien sûr sa souveraineté sur toutes les richesses de l'Afrique et sur tous les biens au niveau du continent africain. Un des premiers affranchissements, c'est-à-dire la liberté économique et à la fois financière, la disparition du CFA. Écoutez, la disparition des CFA marquera définitivement, absolument définitive, ce cordon ombilical coupé pour de bon. C'est pourquoi d'ailleurs la France s'inscrit aussi parfois dans des actions pernicieuses et tendancieuses, à savoir retarder au maximum cette échéance, mais cette échéance devra arriver tôt ou tard, et puis en plus aujourd'hui avec l'avènement de cette Union africaine aguerrie, cette Union africaine consolidée, cette Union africaine consciente aussi des enjeux, parce qu'il faut aussi évoquer les défis, les enjeux que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Le monde bouge, la mutation sociétale, sociale, mais surtout aussi géopolitique bouge, la redistribution des cartes géopolitiques à travers le monde également, donc il y a tout cet agrégat encore une fois de facteurs qui fait que l'Afrique et son peuple, j'entends, à travers les États, va devoir encore une fois s'adapter, ajuster, mais surtout aussi arracher son droit au développement, arracher aussi son droit, je dirais, à être acteur majeur dans la décision mondiale et dans l'échiquier international. Alors, bien sûr, la France en jeté au niveau du continent africain avec son bras médiatique France 24. Absolument. D'ailleurs, moi, ça me fait rire, hein, si vous me permettez, quand la France évoque justement ce recul en Afrique, elle l'évoque sous la houlette de ce recul de la francophonie. Mais c'est un recul politique, tout bonnement, faut appeler un chat un chat. Donc, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les peuples africains sont conscients également de ce recul, un recul d'ailleurs qui a été prémédité entre parenthèses par ne serait-ce que l'attitude hautaine, condescendante de la France au regard de ces peuples qui finalement sont des peuples qui sont spoliés, ce sont des peuples qui depuis des décennies, voire des siècles, ont été volés, donc dans leur âme, dans leur droit justement à ce développement, ce droit de vivre dignement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je pense que c'est une convergence naturelle, une décision, je dirais, prise par l'Afrique, qui d'ailleurs est amenée à s'accentuer, à s'amplifier, puisqu'on voit de pays en pays plusieurs, je dirais, tentatives d'affranchissement, de libération de cette mise sous tutelle qui a été imposée par un État qui est resté encore dans une attitude néocolonialiste, malheureusement. Alors, peut-on parler aujourd'hui également de mensonges médiatiques ou manipulations médiatiques sous couvert de la liberté de presse? Et bien sûr, l'exemple de la guerre en Ukraine nous l'a fortement démontré, puisque les médias russes ont été totalement censurés. Absolument. Écoutez, je pense que c'est là où on revient un peu sur cette dichotomie qui existe entre le discours, je dirais, officiel de la France et à travers elle, hein, bien évidemment, théoriquement le berceau des droits de l'homme et des droits d'expression, la liberté d'expression, et cette attitude de la France aujourd'hui que nous constatons qui est complètement à l'opposé, justement. Donc, mais cette incohérence, je dirais, diplomatique de la France s'explique par ce recul, encore une fois, cette perte de vitesse, cette perte aussi de dividendes, puisqu'il est question aussi de retour sur investissement quand il s'agit des pays africains. Donc cette France-Afrique aujourd'hui tend vers la disparition, et la France a du mal à le concevoir.
ceci étant, elle met en place, et depuis quelques décennies déjà, ce que je qualifierais de médias mercenaires, comme France 24, qui d'ailleurs, France 24 est un des leviers justement de ce plan machiavélique, ce plan pernicieux et belliqueux, notamment de la France, à vouloir justement phagocyter de l'intérieur ce projet et le tuer dans l'œuf. À savoir cet affranchissement de l'Afrique et surtout aujourd'hui l'Algérie, qui est ciblée fondamentalement pour des raisons évidentes, à savoir, comme j'expliquais tout à l'heure, l'Algérie est devenue cette locomotive de l'Afrique, cette locomotive aussi, comme j'ai qualifié tout à l'heure, des peuples sans voix, mais aussi cette boussole diplomatique qui est devenue une référence, et on l'a vu à travers plusieurs jalons, le sommet arabe, qui était un franc succès, l'élection avec une majorité absolue au Conseil de sécurité, là aussi, il y a un véritable chantier à mener que l'Algérie entend bien le mener. D'ailleurs, au lendemain, le président de la République a énuméré d'une manière exhaustive la vision de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Donc tous ces phénomènes, tous ces événements, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui la France essaye tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal, à vouloir retarder l'échéance, mais non pas la supprimer ou la mettre hors d'état de nuire. Et bien sûr, manipulation à des faits de division, des faits réels. L'Algérie s'inscrit dans la voie de l'émergence aujourd'hui. C'est devenu un pays incontournable, aussi bien au niveau régional qu'au niveau continental. Monsieur Badis Khinissa. L'Algérie est devenue une dynamique qui par effet d'appel d'air diplomatique, a fait qu'aujourd'hui, il y a cet éveil des consciences, mais cet éveil aussi des responsabilités. Aujourd'hui, certains États ont pris conscience de cette responsabilité qui leur incombe, non pas envers l'État en elle-même, mais aussi envers leur peuple, qui ont droit à cette émergence tant attendue. Et je pense que les printemps arabes ont, là aussi, peut-être on peut en discuter dans une autre émission, mais on fait qu'aujourd'hui, la société civile, pour revenir un peu, pour parler du peuple, c'est le fondamental, c'est le socle lui-même qui régit et qui, je dirais, donne par continuité, par prolongement, la politique générale des États. Donc c'est comment dire, un acteur majeur dans cette équation, et c'est pourquoi d'ailleurs la France, à travers ses leviers, essaye justement d'altérer le message de ces peuples, mais surtout aussi de les déconnecter de leurs propres États. Aujourd'hui, l'Algérie, en véritable État-nation, entendons-nous, État-nation qui est fondé sur justement ses principes, son identité, sa cohésion nationale, à laquelle aujourd'hui, faut-il rappeler, sont ciblés, et pour cause, parce que c'est là la base fondamentale d'un État comme l'Algérie. Mais encore une fois, et moi je reviens sur cette identité algérienne qui est basée sur 3 piliers, son arabité, son islamité, son amazigité. Ce sont là 3 piliers qui sont, je dirais, équidistants, mais surtout des piliers au même niveau, qui permettent justement que à ce jour l'Algérie reste dans un équilibre parfait. L'Algérie, en véritable, encore une fois, locomotive, mais l'Algérie en véritable acteur majeur et pays pivot. Là aussi, l'Algérie a su démontrer qu'elle a été force de proposition, elle a été dans des conflits, je dirais, latents, des dossiers complexes, notamment la Libye, la Syrie, le retour de la Syrie au sein même de la Ligue arabe. Là aussi, c'était une victoire diplomatique. Donc cette succession de victoires diplomatiques et de jalons ont fait que aujourd'hui l'Algérie dérange, et certains États ne se cachent plus, malheureusement, comme le fut un temps, pour essayer justement de diligenter ici et là des actions hostiles à l'Algérie, à travers parfois ce que j'appelle les sbires, en tout cas, qui essayent tant bien que mal de se frayer un chemin pour essayer de vainement et peine perdue à déstabiliser l'Algérie. Monsieur Badis Khinissa, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. À tout de suite. Alors, monsieur Badis Khinissa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui concernent bien sûr cette question. Justement, on veut aujourd'hui porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie et son peuple également, en manipulant bien sûr certains faits qui sont climatiques, et on l'a vu à travers le monde par rapport à cette canicule qui sévit à travers tous les pays. Nous avons vu que tous les moyens de l'Europe sont déployés pour contenir les feux en Grèce, mais en vain actuellement, puisque ça a créé quand même des milliers de sans-abri, et nous l'avons vu également avec d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, bien sûr le Canada également à travers le monde. Est-ce qu'on peut considérer que la France, avec ses relais néocolonialistes et les nostalgiques de l'Algérie française, bien sûr l'Algérie
l'Algérie qui aujourd'hui véhicule des messages pour la liberté et la souveraineté des États de disposer de leurs biens et de leurs richesses. L'Algérie qui va réaffirmer au Conseil de sécurité tous ces principes, puisqu'elle a déjà annoncé, Monsieur Bédisri Nissa, c'est ce qui dérange un peu les nostalgiques de l'Algérie française. Absolument, il faut revenir un peu sur l'ADN. Parce qu'on a vu des déclarations récentes qui sont extrêmement virulentes. Exactement, j'y viens justement, parce qu'il faut revenir un peu à l'ADN de la classe politique et la politique elle-même française, donc qui s'inscrit plutôt dans un dogme que dans un projet politique. Un dogme qui tire justement ses racines de cette nostalgie, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le mot, nostalgie de cet néocolonialisme révolu, en tout cas pour nous, mais pas pour eux, et ils s'inscrivent justement dans cet aspect d'exploitation, parfois de surexploitation, même d'instrumentalisation des événements, tant sur la politique intérieure, les événements aussi tragiques qui peuvent aussi, là comme vous l'avez évoqué, les incendies en Algérie, mais aussi à travers certains événements outre Algérie, comme l'assassinat abject du petit Naël. Donc l'Algérie est devenue, depuis quelques décennies, une espèce de fonds de commerce pour cette extrême droite, et même cette droite et cette classe politique française. Mais elle verse dans l'extrémisme également. C'est du populisme, parce que en temps de crise, le populisme est roi. Donc effectivement là, cette classe politique, quand vous êtes en perte de vitesse notamment, quoi de mieux que justement aller taper sur l'Algérie et sur l'immigration. Donc, mais ces choses révoluent, encore une fois, entendons-nous. Et le communiqué du ministère des Affaires étrangères récent, justement, lors des événements tragiques et cet assassinat ignoble, a démontré également, là aussi, il a posé le là, je dirais, dans cette équation notamment néocolonialiste française, à savoir que l'Algérie nouvelle est aussi soucieuse, consciente aussi de la responsabilité qui lui incombe vis-à-vis de ses compatriotes, membres de notre communauté nationale à l'étranger, et qu'elle s'inscrit aussi dans le temps à vouloir construire avec elle là où elle se trouve aux quatre coins du monde. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, en tout cas pour le prisme de lecture, mais surtout aussi le logiciel politique français, à savoir que l'Algérie aujourd'hui est un acteur outre ses frontières, notamment tout ce qui concerne le bien-être, le confort, mais surtout aussi le droit au développement, je dirais, de ses compatriotes à l'étranger. Donc, tous ces événements, si vous voulez, font qu'aujourd'hui, cette extrême droite s'extrémise davantage, toujours parce que elle voyait en cette Algérie dans une approche, encore une fois, réductrice, mais surtout aussi condescendante et de mise sous tutelle. Aujourd'hui, il s'avère que l'Algérie s'est affranchie depuis des années. Au lendemain, d'ailleurs, faut-il le rappeler, l'Algérie nouvelle a été bâtie au lendemain de l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, mais aussi au lendemain de ce jalon historique qui est le Hirak béni et authentique, le Hirak al-Mubarak al-Asil, qui a fait qu'aujourd'hui, justement, l'Algérie, dans cette légitimité, dans cette souveraineté, dans ce redéploiement diplomatique, dans cette émergence, je dirais, naturelle et mécanique, fait que cette classe politique aujourd'hui la dérange, mais surtout aussi, elle essaye, tant bien que mal, encore une fois là aussi, à essayer d'exploiter l'Algérie comme fonds de commerce et comme sujet sur les tables, et d'ailleurs aussi, on parle de la classe politique, mais on peut aussi évoquer, puisqu'il est question de médias, où les débats s'articulent toujours autour de l'axe Algérie, encore une fois, sans détracteurs, dans un débat unilatéral, dans un débat orienté, dans un débat calculé, encore une fois, toujours hostile à l'Algérie et aux intérêts de l'Algérie. Alors, justement par rapport à ce débat qui est suscité actuellement au niveau des plateaux français, l'assassinat de Naël, le petit jeune, est-ce que c'est devenu aujourd'hui le fonds de commerce de l'extrême droite pour stigmatiser l'immigrant, puisque vous avez cette phrase malheureuse de Maréchal Le Pen, la France n'est pas la garderie de l'Algérie, or qu'elle a oublié, elle devrait réviser peut-être ses cours d'histoire, l'Algérie a été bien sûr la garderie de la France pendant 132 ans avec une colonisation criminelle sans précédent, avec bien sûr des actes aussi non conventionnels, comme par exemple le bombardement des populations avec du napalm et le nucléaire. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, quand on a la petite fille de Le Pen?
Absolument, Pas quand sur on est les la jeux. petite fille de Le Pen, mais surtout quand on n'est rien, puisqu'il faut rappeler que dans l'équation politique, elle n'est rien. Donc c'est là aussi peut-être il y a Ils veulent revenir sur la scène. absolument, absolument. Rappelons qu'il y a plusieurs échéances électorales, sénatoriales. Il y a aussi également en 2027 cette élection présidentielle. Donc là encore une fois, mais c'est peine perdue parce que d'abord le peuple français est plus, je dirais, intéressé par son devenir, par aussi cette crise sociale latente et cette crise sociale, économique que connaît la France. Donc je peux vous dire que c'est le dernier de leurs soucis. Ceci étant, bien sûr, il y a toujours cette frange extrémiste ou même de droite extrême, je dirais, plutôt vers l'extrême droite, qui essaye, encore une fois, dans des calculs étroits, des calculs claniques aussi, puisqu'il est question je dirais, de braconnage électoral, pour justement essayer de gagner quelques points, quelques votes ici et là. Mais la France, je pense qu'aujourd'hui connaît aussi une crise politique, puisque là aussi, comme j'évoquais tout à l'heure, il fut un temps, il y avait Et crise sociale aussi. et crise sociale également. En fait, elle se cherche aujourd'hui, la classe politique, elle se cherche, mais également elle essaye, encore une fois, de mettre en exergue l'immigration, de la stigmatiser malheureusement, et les événements ont peut-être accéléré ce plan, je dirais, pernicieux de la part de la France et de sa classe politique, puisque on leur dicte justement cette attitude et ce comportement parfois même abject. Je reviens, puisqu'on parle de l'extrême droite, mais même aussi la classe politique responsable. Y avait-il pas un certain temps un ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian pour pas le citer, qui avait évoqué pendant le Hirak cette nécessité de d'une période de transition. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus clair et limpide comme ingérence dans les affaires de l'État. À cela C'est suit, toujours à l'ordre du jour au niveau bien évidemment. de la Après, France. ça a changé d'attitude et de version, mais vous avez aussi, on peut évoquer l'ancien ambassadeur Driancourt, qui est effectivement dans un espèce de plaidoyer incendiaire, mais surtout aussi stupide, faut-il le rappeler, à énumérer certains points qui finalement sont aux antipodes de cette Algérie nouvelle qui aujourd'hui, au vu au su de tout le monde, s'inscrit dans le temps, mais aussi surtout dans le développement durable que le président de la République a inscrit dans son programme. Donc oui, toute cette Algérie dérange, tous ces succès, ces victoires dérangent, et je dirais certains essayent tant bien que mal, encore une fois, d'altérer et les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, mais aussi d'essayer de s'inscrire dans les fondations de la société civile française pour essayer de biaiser l'image de l'Algérie à travers son immigration, mais son immigration qui, je rappelle, fait le bonheur des États, et notamment aussi de celui de la France, dans le secteur médical, dans le secteur aussi des technologies. D'ailleurs, on voit, moi, par ma fonction, je cohabite beaucoup et je discute beaucoup avec mes compatriotes, et ce qu'ils me disent effectivement, c'est ce retour tant attendu vers l'Algérie à travers cette vision nouvelle du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ils tendent à revenir pour justement s'inscrire, mais surtout aussi agir dans l'équation de développement de l'Algérie. Alors, cette ingérence de la France dans les affaires de l'Afrique aujourd'hui est prouvée et reconnue, monsieur Bedi Srenissa, puisque nous avons l'incident malheureux du Niger, où il y a eu bien sûr un conseil de guerre qui a été déclenché par la France pour s'immiscer dans les affaires de ce pays. Alors, il faut rappeler que la France... Un exemple parmi tant d'autres. Absolument. Il faut rappeler que le Niger est un exemple très concret, très factuel et très parlant et évocateur, puisque la France a beaucoup d'intérêts, notamment économiques, Avec Areva, absolument, de qui spolie gisements et des de biens minerais, du absolument. continent. Et vous avez en face un peuple L'uranium. qui meurt, qui se dépérit, qui vit dans l'indignation la plus totale aussi, et qui voue, enfin, justement, aller vers le développement. Donc là, Qui refuse toute ingérence politicienne également, absolument, quelle que soit sa nature. absolument. Et je pense que L'enfermement affirmé. au-delà de la légitimité, bien évidemment, et de la constitutionnalité des solutions, mais parfois on ne peut pas résister à cette dynamique qui est celle de la volonté des peuples, à vouloir s'affranchir, mais à vouloir aussi se libérer du diktat. Donc je pense que en train de vivre aujourd'hui ces conséquences, peut-être aussi ce que j'ai qualifié tout à l'heure de cette nouvel ordre mondial. Et là aussi, je reviens un peu sur cette
prospective et cette capacité d'anticipation de l'Algérie. En 1974, l'Algérie avait appelé déjà à ce renouvellement d'ordre politique et ordre monétaire et financier. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, dès 1974, l'Algérie a compris que ce modèle connaîtra sa perte, mais surtout aussi sa fin. Absolument, et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous sommes en train de vivre au Niger, mais comme d'autres pays également, surtout en Afrique, c'est conséquent justement cette nouvelle ordre mondial, cette redistribution géopolitique dans lesquelles, encore une fois, les États, quels qu'ils soient, s'inscrivent encore une fois dans une espèce de dynamique de révolte intelligente, mais surtout aussi d'affranchissement stratégique. Et on se rappelle du Rwanda avec le génocide qui s'était perpétré à cause, bien sûr, de l'ingérence française. Autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, cette Algérie qui véhicule des messages de prospérité, d'indépendance, d'intégrité des États, sera certainement réaffirmé un mandat sans égal au niveau du Conseil de sécurité, puisque c'est un mandat de pays non permanent et renouvelable de 2 ans. Écoutez, l'Algérie, c'est là où mandat de 2 ans. Là, encore une fois, avec son élection et ce que j'ai qualifié tout à l'heure de jalon historique, est consciente. D'ailleurs, au lendemain, le président de la République a tout de suite présenté sa vision au sein du Conseil de sécurité. On a déjà été au Conseil de sécurité, mais cette fois-ci, avec le contexte, c'est totalement différent. C'est le contexte qui fait la différence. Absolument. Le contexte, mais également aussi la hargne, je dirais, de l'Algérie à vouloir justement changer et puis surtout assumer ses responsabilités, puisqu'elle sait qu'elle est ce porte-voix, ce porte-étendard aussi de l'Afrique, notamment et surtout des peuples, même si on peut évoquer les États non alignés. Donc l'Algérie, au Conseil de sécurité, entend bien ne pas être observateur, mais plutôt acteur en matière de réforme, puisqu'il est question aussi de réformer structurellement et idéologiquement aussi certains organes comme le Conseil de sécurité, là pour garantir 3 aspects fondamentaux au peuple, notamment au peuple émergent, à savoir la sécurité alimentaire, la sécurité aussi sanitaire. Nous l'avons vu pendant la période du Covid, où il y avait cette diplomatie des masques qui s'échangeaient sur les tarmacs des aéroports. C'est quelque chose d'effarant en tout cas, et cette stabilité aussi au droit à la paix et à la sécurité. Donc l'Algérie, en véritable allié fiable, viable au service de la paix, voudra justement jouer pleinement son rôle, son diktat, son, je dirais, feuille de route imposée, une feuille de route dont la souveraineté la plus totale, à vouloir encore une fois imposer sa vision, mais surtout la vision qui s'impose dans ce cas de figure, et vous l'avez évoqué tout à l'heure à juste titre, car le contexte a changé. Aujourd'hui, l'Algérie, au même titre que d'autres États, aspire à vouloir justement prendre part d'abord dans la table des décisions à l'échelle planétaire. Je ne comprends pas pourquoi l'Union africaine n'a pas son mot à dire justement dans les decision makers à travers le monde, mais également aussi son droit à l'équité, à la justice, au développement. Le FMI qui est une véritable squale, un véritable requin qui impose des règles d'ailleurs, et là aussi il y a une grosse problématique, les mêmes règles tant pour les États occidentaux dits puissants que aussi les États faibles. Et c'est pourquoi d'ailleurs, post-Covid et avec cette crise latente avec la crise en Ukraine, nous avons vu que certains États malheureusement n'ont pas su, je dirais, rester debout, contrairement à l'Algérie. Et bien sûr, les États refusent aujourd'hui le diktat de l'Occident. Nous avons vu aujourd'hui par rapport au FMI, l'Algérie qui va adhérer à la Banque du BRICS et elle va déjà injecter l'équivalent de 1,5 milliard. C'est le rejet de l'Occident. C'est le rejet de cette condescendance, cette attitude irrespectueuse envers les peuples d'abord, avant même de parler des États. Donc c'est une conséquence naturelle qui aujourd'hui marque définitivement d'une manière irréversible l'émergence et l'éveil de ces États. Donc le BRICS est un levier parmi tant d'autres, mais le BRICS aujourd'hui est un espace favorable pour pouvoir justement, comme un pays comme l'Algérie, s'épanouir, mais surtout aussi s'affranchir du diktat économique, parce qu'il existe le diktat économique occidental, et là vous avez évoqué effectivement le FMI comme un des leviers. Donc oui, c'est une véritable conséquence mécanique et naturelle pour pouvoir justement aller dans un espace qui va
certainement œuvrer pour l'intérêt des peuples, puisqu'on parle du BRICS, mais au-delà du BRICS, c'est plus de 3 milliards de population, 40%, 45% de la population mondiale, la banque du BRICS, mais également sa composante aujourd'hui, où vous l'avez remarqué, peut-être on évoque même le changement de monnaie, de devise, d'échange au sein du BRICS. Certains pays d'ailleurs l'ont d'ores et déjà affirmé, comme l'Égypte, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une véritable volonté à vouloir se déconnecter, mais surtout s'affranchir de ce diktat économique. Le monde est en train de muter, de changer dans sa globalité aujourd'hui, puisqu'on parle de l'émergence graduelle d'un monde multipolaire. Et on a vu, bien sûr, l'excellent forum qui a été réalisé récemment entre la Russie et l'Afrique. Absolument. D'ailleurs, un franc succès tant pour l'Algérie, puisque là aussi c'était une tribune très importante pour pouvoir véhiculer sa vision, et c'est une vision d'ailleurs altruiste, bienveillante souvent, qui tout le temps d'ailleurs, qui est fondée sur l'intérêt des peuples, et l'intérêt aussi de la liberté et le droit à la liberté et l'équité et la justice dans le monde. Un monde nouveau, un monde qui justement va être établi sur des valeurs sûres, des valeurs aussi fondatrice à travers justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le BRICS, mais aussi le Conseil de sécurité, l'Union africaine, l'espace arabe aussi. Donc oui, pour revenir un peu à votre remarque, aujourd'hui il est question d'une émergence collective dans laquelle l'Algérie voudrait justement s'inscrire pour qu'on passe d'un monde unilatéral, mais au-delà de ça, c'est un monde aussi parfois impérialiste et néocolonialiste. Et bien sûr l'Algérie qui compte bien sûr défendre le principe que l'Afrique puisse accéder à un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité, puisqu'elle compte le plus grand nombre d'États, 54. Alors, liberté, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit liberté, égalité, justice ne sont que des slogans pour le néocolonialisme français qui a bafoué tous ces principes. Aujourd'hui, à voir ce qui se fait en Afrique. Monsieur Renissa. Écoutez, c'est des valeurs, je dirais, républicaines entre parenthèses, qui n'ont de sens que dans les manuels, donc, ou dans les façades des mairies françaises. Mais aujourd'hui, dans les faits, effectivement, la France est confrontée à vivre les masques sont tombés entre parenthèses, hein, pour être plus direct, et ces valeurs aujourd'hui... On ne respecte même plus les règles diplomatiques. N'ont aucun sens, tant d'ailleurs sur la politique intérieure de la France vis-à-vis de leurs propres citoyens, mais également aussi de ces citoyens qui sont toujours considérés à ce jour malheureusement comme des citoyens de seconde zone, et notamment ceux de l'immigration, et plus particulièrement le contingent algérien, puisque c'est le contingent le plus important. Faut-il le rappeler, on évoque entre 6, peu ou prou en tout cas, 6 à 7 millions d'Algériens résidant en France. Après, sous différents statuts, mais en tout cas, c'est une force qui existe, c'est une force sociale, sociétale, qui existe dans l'échiquier social français, et ça, il devrait l'assimiler et le mettre en exergue. Alors, le dernier périple du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, semble déranger les gouvernants français, ce qui explique l'aboiement de certains médias français. Monsieur Renissa, c'est le commentaire de l'auditeur, 36 milliards de dollars d'investissement chinois. Ça fait mal quand même. Écoutez, parce qu'on a toujours attendu les Français pour venir investir. Ils ne sont pas venus, on a changé de fusil d'épaule. Absolument. Le marathon diplomatique et ce redéploiement aussi diplomatique de l'Algérie à travers les visites d'État du président de la République, des visites qui sont un franc succès. En grande pompe, effectivement, que ce soit la Chine, la Russie, aussi d'autres États en Europe, pour aussi démontrer que l'époque du monopole est révolue. Aujourd'hui, il n'y a plus de diktat, en tout cas, ou de feuilles, ou d'instructions, ou d'injonctions, si je puis dire, de la part de la France, surtout sur l'aspect économique. C'est pourquoi l'Algérie a démontré que non seulement c'est un acteur viable, fiable, qui s'inscrit aussi, et là je reviens sur le programme du président de la République, à savoir cette diversification économique, cette dynamique nouvelle en tout cas en matière d'investissement d'IDE, et des IDE qui sont ouverts à tout État ou tout investisseur qui s'inscrit, encore une fois, dans l'intérêt ou dans cette équation gagnant-gagnant. Il n'y a plus ce monopole. Le monopole, justement, est révolu, encore moins de la part de la France. Il n'y a pas d'état d'âme en économie. Absolument. Il n'y a que des intérêts. Donc, les intérêts aujourd'hui sont les intérêts du peuple, à vouloir, le peuple algérien, à savoir s'émanciper, s'épanouir, mais aussi profiter des dividendes de ces investissements et de ces équations nouvelles économiques qui sont imposées dans ce nouveau programme. Donc oui, j'entends en filigrane
filigrane effectivement ce que vous dites, et je pense que la France aujourd'hui en est consciente, puisqu'elle le sait, elle a perdu énormément de contrats. La France, il fut un temps, c'était par reconduction tacite de certains contrats. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle est au même titre et à la même échelle que d'autres concurrents, puisqu'il est question aussi de défendre l'intérêt économique algérien. Alors, vous savez, ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'Algérie s'inscrit pleinement dans le nouvel ordre mondial, c'est sa trajectoire, exister et faire valoir un peu son existence, monsieur Réminissa. Absolument, absolument. L'Algérie, comme j'expliquais tout à l'heure, par cette capacité de prospective et d'anticipation, dès 1974, on a évoqué cette nouvelle ordre mondial. Donc l'Algérie s'adapte, l'Algérie ajuste également sa trajectoire continuellement, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un monde qui est en mutation constante, une mutation accélérée aujourd'hui par justement certains événements, notamment la crise en Ukraine, qui a d'ailleurs fait tomber des masques et mis à nu peut-être aussi l'approche et l'attitude occidentale au sens global, et la France en particulier, et qui a fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu cette reconsidération des intérêts et reconsidération aussi des intérêts des peuples, et c'est pourquoi certains États, notamment aujourd'hui, par effet, effet des dynamiques des fluides, entre parenthèses et un appel d'air, veut s'affranchir et veut se libérer. Alors la société civile, ici et là-bas, c'est la force, bien sûr la force pour le renforcement de l'unité et le front interne. Aujourd'hui, l'Algérie vit des défis et des challenges importants, là aussi qui sont, adaptés en adéquation. Il faut qu'ils soient en adéquation avec justement ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pourquoi l'Algérie, sur le front commun, et là il y a eu un travail de fond très important de la part des autorités, de la part du président de la République, à vouloir justement consolider, mais surtout sanctuariser la société civile, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, la société civile est ce levier justement de développement, ce levier de stabilité aussi de l'État algérien. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, notre société civile, par son identité, par sa cohésion nationale, par sa force justement de résilience et de résistance, va amplement remporter ces défis, et surtout aussi préserver la souveraineté de l'Algérie, cette souveraineté qui a été gagnée au lourd tribut par des millions de martyrs. Et bien sûr l'Algérie également, qui est connue par rapport sur le plan diplomatique pour le règlement des conflits. Je vais vous lire ce commentaire qui m'a fait quand même rire à un moment, monsieur Bédis Rénissa, qui dit que l'auditeur vous dit la France a vieilli et l'Algérie a grandi et mûri. On est dans ce contexte. Bah écoutez, on est les enfants de la post-indépendance et nous sommes complètement affranchis de la France. Absolument. C'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure, justement, de cette adaptation en fonction des mutations. C'est ce que ne comprend pas aujourd'hui la France. C'est ça. Son logiciel est resté encore une fois en 1832. Exactement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le grand défi, c'est d'atteindre l'émergent, c'est de travailler, il faut travailler impérativement également, monsieur Rénissa, puisque l'on a vu que toutes les questions, qu'elles soient alimentaires, sécuritaires ou sanitaires, sont devenues des questions d'enjeux internationaux. Aujourd'hui, c'est fondamental, justement, c'est ce que j'ai évoqué, ces chantiers. Accéder au vaccin pendant le Covid, c'était vraiment difficile. Absolument. Ou même les casques, vous l'avez signalé tout absolument. à l'heure. Aujourd'hui, c'est le blé. Exactement, voilà. Certains jalons que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ont démontré qu'effectivement, il y a d'abord cette disparité aux droits, notamment de développement, aux droits aussi d'accès, notamment aux fondamentaux, à savoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le vaccin, qui est quand même au-delà de l'aspect diplomatique, par humanisme, je dirais, là aussi on a démontré que l'Occident... Ils ont commencé par les leurs. Les leurs, effectivement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois, c'est une conséquence naturelle, les pays émergents vont gagner justement en maturité avec cette cohésion, je dirais, ce travail de fond qui va être mené, compris les peuples. Vent debout, peuple à l'appui, justement, parce qu'il s'agit justement de défendre les intérêts des peuples. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes en train de vivre une mutation fondamentale et très importante du monde, dans laquelle, dans le futur proche, ces États, en tout cas les États émergents, à leur tête l'Algérie par exemple, vont
mener peut-être aussi le cap ou donner un nouveau cap justement à cette diplomatie, cette géopolitique mondiale dans laquelle, encore une fois, on va devoir réviser la feuille de route, mais surtout aussi réviser les projections pour s'inscrire davantage dans le collectivisme et le multilatéralisme que l'impérialisme et l'unilatéralisme. Pour la construction et bien sûr la souveraineté économique, et cela ne peut être atteint que par la force des bras. Monsieur Bédis Renissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes venus hier de Paris. Merci beaucoup. C'est moi qui Bonne vous journée. remercie. Au revoir. Merci, au À revoir. demain.